Salut tout le monde, alors on se retrouve pour le cours de contrôle endocrine qui sera divisé en deux parties. La première partie ce sera sur l'homme et la deuxième partie sur la femme. Alors, chez l'homme, on retrouve dans le testicule tous les modes de régulation. Le mode endocrine, il est assuré par la cellule de Leydig qui va produire la testostérone. Le mode autocrine, il est assuré par la cellule de Sertoli qui va produire les facteurs de croissance pour s'autoréguler. Et le mode paracrine, c'est la communication entre Leydig et Sertoli et la communication entre Sertoli et les cellules germinales. Les hormones, elles interagissent avec la cellule cible en se liant à un récepteur spécifique qui sera soit localisé sur la membrane plasmique, et c'est ce qu'on appelle des hormones polypeptidiques, soit localisé dans le cytoplasme, et c'est ce qu'on appelle des hormones stéroïdiennes. La testostérone, elle est produite par la cellule de Leydig. Cette production, elle va être sous la dépendance de la LH hypophysaire et de l'HCG pendant la vie placentaire parce que la LH, elle est produite qu'à partir des 20-24 premières semaines de grossesse. La testostérone, elle va avoir plusieurs actions. Sur les digues, elle va avoir une action autocrine. Sur Sertoli, elle va être paracrine. Et dans l'organisme, elle va agir de façon endocrine. Mais elle a aussi un rôle de rétrocontrôle négatif. Lorsque le niveau de testostérone il augmente, l'hypophyse arrête de sécréter la LH pour éviter une production excessive de testostérone. L'hormone, elle agit sur l'hypothalamus et régule ses sécrétions de GnRH de façon à les diminuer. Donc s'il y a trop de testostérone, il y a une inhibition des sécrétions de GnRH sur l'hypothalamus, donc une diminution des sécrétions de LH par l'hypophyse et donc pas de surproduction de testostérone par les digues. La cellule de Sertoli, elle est stimulée par la production de FSH. Parmi les sécrétions de Sertoli, on retrouve l'inhibine qui a un rôle de rétrocontrôle négatif. Elle va être capable de bloquer la sécrétion hypothalamo-hypophysaire de GnRH et de FSH. Le but, c'est de réguler la spermatogénèse pour ne pas avoir une production exagérée de cellules germinales. La FSH, elle est sécrétée après la différenciation de l'hypophyse, c'est-à-dire après les 20-24 premières semaines de grossesse, et Sertoli est stimulé qu'à partir du troisième trimestre de grossesse. On va avoir un pic d'hormones jusqu'à 6 mois après la naissance, c'est ce qu'on appelle la mini-puberté, et c'est ce qui va définir le rendement de la spermatogénèse à l'âge adulte, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt chez la fille. Après les 6 premiers mois, l'hypothalamus se met au repos, donc on va avoir une perte de pulsatilité de la GnRH, donc plus de sécrétion de LH et de FSH, et à la puberté, il y aura une reprise et il n'y aura plus d'arrêt, contrairement chez la femme. Donc les rôles de la testostérone, ça va être la différenciation sexuelle, le développement des caractères sexuels primaires et secondaires, le contrôle de la spermatogénèse et le contrôle de la trophicité des organes génitaux via la réduction en DHT. Le système pilaire, il est lié à la DHT, pas à la testostérone. Et ce qui va varier en fonction des individus, ça va être la réceptivité à la DHT et pas la quantité. La testostérone, elle est également capable de s'aromatiser en œstradiol. L'intérêt est dans la détermination et le maintien de la masse osseuse. Les œstrogènes, ils servent à souder les cartilages de conjugaison. Ils ont un effet important sur le système cardiovasculaire. Et si on a un excès, on peut avoir une gynécomastie, donc un bourgeon mammaire qui se développe par excès de testostérone transformé en œstradiol. On va passer à la femme. Donc la gonade primitive indifférenciée, c'est environ à la quatrième, sixième semaine de grossesse. La gonade, à ce moment-là, elle est bipotente. Il va y avoir trois éléments constitutifs, c'est de l'embryogenèse, donc le blastème mésonéphrotique, les canaux de Wolff et les canaux de Muller. Et cette gonade, elle va se différencier à partir de la cinquième semaine de vie. La différence entre le sexe masculin et le sexe féminin va débuter après la colonisation des cellules germinales. Chez la femme, il n'y a pas de gène SRY, donc il n'y aura pas de stimulation du développement des canaux de Wolff et pas de différenciation des cellules de Sertoli, donc pas d'AMH, et pas de régression des canaux de Müller. La différenciation ne se fait pas par défaut, parce qu'il va y avoir quand même deux éléments qui vont être importants. Ça va être le gène WNT4 qui va faire partie de la voie de la bêta-caténine et le gène FOXL2 qui est pour la différenciation de l'ovaire. On va retrouver plusieurs niveaux de régulation. Chez la femme, ça va être long, ça va durer environ 80-85 jours.
La première phase, elle est peu ou pas dépendante des gonadotrophines. On n'a pas besoin de FSH ni de LH. Elle correspond à la croissance basale qui est l'augmentation de volume de l'ovocyte et du follicule. Il n'y a aucune production de stéroïdes et pas d'œstrogène en particulier. Ça dure à peu près 60-70 jours, ce qui veut dire que ça commence au moins 3 cycles avant l'ovulation. Progressivement, le follicule va passer du stade primaire à secondaire, puis préantral, et restera en préantral avant de démarrer le cycle ovulatoire. La deuxième phase, c'est le recrutement de la cohorte folliculaire. Elle est asynchrone, donc tous les follicules ne se développent pas en même temps. La croissance terminale d'une cohorte de follicules sera directement liée à la sécrétion de FSH. La troisième phase, c'est le domaine de dominance ou de croissance régulée, où le follicule est capable de terminer sa croissance indépendamment des gonadotrophines, donc indépendamment de la FSH, pour aller jusqu'à l'ovulation. La FSH a des récepteurs uniquement sur la granulosa. Son rôle va être dans la sélection de la cohorte folliculaire et dans la dominance du follicule ovulatoire. Donc il y a une petite explication, c'est qu'on avait une cohorte asynchrone. À un moment donné, on va décider de faire rentrer en croissance terminale 10 à 12 follicules. Ces 10 à 12 follicules ont commencé leur croissance 60 à 70 jours avant. Leur croissance n'a pas été synchronisée, donc il y en a certains qui sont un peu plus avancés que d'autres. Par contre, le corps va sécréter de la FSH qui va permettre à la granulosa d'avoir des récepteurs. La granulosa va continuer à s'amplifier et une cohorte de follicules va grossir différemment. La FSH, c'est l'hormone de croissance du follicule qui va continuer à grossir. 7 jours après le début des règles, il y a une baisse de la sécrétion de la FSH qui est volontaire par le corps. La FSH va diminuer à nouveau pour atteindre un taux relativement bas juste avant l'ovulation. Le fait de ne plus apporter de FSH va faire que les follicules qui ne sont pas suffisamment développés seront incapables de continuer puisqu'il faut avoir eu suffisamment de FSH pour passer au cap de follicule préovulatoire. Finalement, un seul follicule sera capable d'aller jusqu'à l'ovulation. Ceci est permis uniquement car la FSH commence à remonter en début de cycle et redescend avant l'ovulation. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de FSH. Le follicule est capable de continuer car il va avoir des récepteurs à la LH. La LH a des récepteurs sur la teck interne. La LH, en agissant sur la teck dans le follicule, est responsable de la synthèse d'androgènes. Les androgènes sécrétés au niveau de la teck seront transformés en œstrogènes, mais surtout ils permettront de réguler l'ovulation. Sans ces androgènes, on n'aurait pas le phénomène de dominance ni le phénomène ovulatoire complet. Une autre sécrétion, c'est la MH. Elle est sécrétée pendant cette phase de croissance entre le premier et le septième jour. Elle permet de mesurer le nombre de follicules en croissance et ce ne sont que les follicules primordiaux et primaires qui sont capables de sécréter de la MH. On peut évaluer la réserve ovarienne d'une jeune fille en mesurant le taux de MH au niveau sanguin. Alors, pour la fonction endocrine de l'ovaire, ce qui est produit en termes d'hormones au niveau de l'ovaire, ce sont les œstrogènes. L'hormone principale, c'est l'œstradiol, c'est le miroir de ce qu'on avait dans le sexe masculin avec la testostérone. L'œstradiol, ou E2, elle permet le développement des caractères sexuels secondaires, le développement de l'endomètre au cours du cycle et un rétrocontrôle positif sur la sécrétion de LH. Habituellement, on a un rétrocontrôle négatif des œstrogènes sur l'hypophyse. C'est valable dans la phase folliculaire et dans la phase lutéale. Il y a une particularité, c'est qu'au moment de l'ovulation, les œstrogènes entraînent un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse. Il va y avoir une décharge de LH et donc l'ovulation. À un moment où la concentration d'œstrogène est suffisante dans le sang, on va stimuler l'hypophyse et non plus l'inhiber, et on va entraîner ce pic de LH pour permettre l'ovulation. La sécrétion des œstrogènes a lieu principalement pendant la phase folliculaire, mais également au moment de la phase lutéale qui est moindre, sinon on ne pourrait pas avoir de maintien de l'endomètre. Dans la phase dite lutéale, après l'ovulation, on n'a plus de cellules de la granulosa, plus de cellules de la teck, mais on a des cellules lutéinisées par cette invasion vasculaire. Ces cellules lutéales vont changer l'équipement enzymatique et ne vont plus sécréter des œstrogènes, mais de la progestérone. La progestérone, elle permet le maintien et le développement de l'endomètre après l'ovulation pour qu'il devienne apte à l'anidation et elle va verrouiller la glaire cervicale pour qu'elle devienne imperméable aux spermatozoïdes. Elle est également responsable de la trophicité de la glande mammaire. Elle va augmenter la taille de la glande mammaire et surtout, elle permet la différenciation terminale de la glande mammaire indispensable au moment de la lactation.
Elle a un rôle aussi utéro-relaxant pour empêcher les contractions de l'utérus et un rôle de freinage de l'axe gonadotrope qui inhibe fortement la sécrétion de FSH et LH pour éviter une nouvelle ovulation et un nouveau recrutement folliculaire alors que le cycle n'est pas terminé. On va voir le mode d'action de la GnRH. Sa demi-vie, elle est courte, elle fait entre 4 et 7 minutes. Sa sécrétion, elle est pulsatile. Donc au début de la phase folliculaire, on est entre 1 et 2 pulses par heure. À la fin de la phase folliculaire et pendant la période préovulatoire, la fréquence, elle augmente au moment de l'ovulation notamment. Et à la phase lutéale, il y a un ralentissement. On arrive à une pulse pour 4 heures et c'est principalement lié à la progestérone. Si la sécrétion elle est pulsatile, c'est-à-dire de façon normale, on va avoir une sécrétion de FSH et de LH. Si la sécrétion pulsatile devient continue, donc c'est anormal, il va y avoir une saturation des récepteurs de la FSH et de la LH, donc il va y avoir une inhibition de la sécrétion de FSH et de LH puisqu'il n'y a plus de récepteurs possibles. Si on n'a pas de FSH et de LH, il n'y a pas de cycle menstruel ni d'ovulation, donc il n'y a pas de règles ni de spermatogénèse. On va voir le mode d'action des gonadotrophines. Donc la demi-vie de la FSH, elle fait entre 2 et 3 heures et celle de la LH, elle est entre 20 et 30 minutes. Ce sont des hétérodimères à deux chaînes peptidiques avec une sous-unité alpha et une sous-unité bêta. La sous-unité alpha elle est identique pour la FSH, LH, TSH et HCG. Elle va permettre la liaison au récepteur. Par contre, la sous-unité bêta, elle est spécifique. Leur synthèse est sous stimulation de GnRH et on va avoir un pic de LH toutes les 5 heures. C'est fini pour ce cours, j'espère que ça vous aura aidé un minimum à comprendre les mécanismes endocriniens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum.